Bienvenue pour cette webconférence. Bon, c'est un plaisir de vous retrouver. Bon, je pense que j'aurais préféré vous retrouver en face à face du côté de Poitiers ou dans la région, mais bon, nous allons faire de cette façon. Alors, le thème d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ça va être les réponses juridiques à la reprise d'activité de votre groupement d'employeurs. Alors, c'est vrai que toutes les questions qu'on peut être amené à se poser, bon, on va essayer de les lister ou on sera peut-être amené à à y revenir sur des questions que vous pourriez être amené à poser par la suite. Force est de constater que pour un juriste, et pour vous également, ça a été une période très marquée par une grande actualité. Hein. Je pense même qu'on peut utiliser cette expression de harcèlement textuel, tellement il y a eu de textes qui sont intervenus, des ordonnances, des lois, des décrets et des textes qui se contredisaient ou qui posaient des problèmes et les textes suivants essayaient d'y apporter des réponses. Donc, de quelle façon on va être amené, je vais être amené à traiter ce point. On va traiter au travers alors j'essaye de voir de trois thèmes et je vous propose qu'à la fin de chacun des thèmes, vous puissiez poser vos questions. Le premier thème, ça va être le fonctionnement institutionnel du groupement d'employeurs. C'est là où on va se poser, c'est là où on va être amené à se poser la question de comment organiser l'Assemblée générale, faut-il l'organiser, le conseil, voir également la question du conseil d'administration, si on le fait à huis clos, comment ça va se passer, et voilà, mais également ce qu'on va pouvoir retenir de cette période, à savoir comment on va être amené à pouvoir capitaliser sur ce point. Donc, ça va être le fonctionnement institutionnel. Ensuite, deuxième point, on va regarder la relation avec l'adhérent. Nous sommes déconfinés depuis un peu plus d'une semaine désormais. À partir de là, quelles vont être les questions qu'on va être amené à prendre en compte vis-à-vis de lui, à la fois sur le salarié que l'on peut mettre à disposition, mais également les questions, on va vers des difficultés économiques, comment on peut être amené à traiter cela dans la relation avec l'adhérent, qu'est-ce qu'on peut lui facturer, comment gérer aussi la prime, les primes qu'il souhaite verser aux salariés du groupement d'employeurs. Donc ça sera la relation avec l'adhérent. Et troisième point, ça va être la relation avec le salarié. Alors, si le salarié reprend son activité sans difficulté, avec les conditions de santé et sécurité au travail qui sont performantes, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Ça, c'est un retour vers la normalité. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est lorsque l'adhérent n'aura pas les moyens de pouvoir récupérer la personne, comment on va être amené à diminuer son nombre d'heures, voir de quelle façon on peut à l'heure actuelle mettre en place une rupture conventionnelle et aborder malheureusement la difficulté, la question du licenciement pour motif économique. Donc, trois thèmes qu'on va aborder successivement: le fonctionnement institutionnel du GE, la relation avec l'adhérent, la relation avec le salarié. On est sur une relation tripartite où les trois personnes vont être prises en compte sur ce point. Donc je vous propose lorsque chaque thème chaque thème va être traité, que vous puissiez poser des questions. Je vois que pour certains il n'y a pas de son, mais là je laisse Alexandre traiter ce point. Alors, première question, premier point, le fonctionnement institutionnel. Alors, ici, on a eu un certain nombre d'ordonnances qui sont intervenues et qui ont mis en place des dérogations temporaires et exceptionnelles de nature à sécuriser les associations dans leur fonctionnement. Autrement dit, des possibilités à la fois de report ou d'organisation à huis clos de certaines décisions, de certaines manifestations que vous devriez mettre en place.
Alors pourquoi des dérogations temporaires et exceptionnelles? Tout simplement, c'est que ces mesures qui ont été prises par ordonnance vont s'appliquer jusqu'au 31 juillet 2020. Et c'est là où on va se poser la question, c'est est-ce que ce ne sera pas possible de les inscrire dans ses propres statuts pour maintenir cette possibilité d'organisation à distance, voire de bureau, voire de conseil d'administration, de façon à ce que que les décisions qui vont être prises soient des décisions qui sont valables au sens juridique du terme. Donc là, on va être dans une phase temporaire et exceptionnelle, et on va voir comment être amené à mettre en place au sein de son groupement d'employeurs que ces mesures ne soient plus temporaires mais définitives et qu'elles puissent être utilisées, quand bon nous semble. Donc premier point qui a été mis en place, est-il possible de reporter l'organisation de l'Assemblée générale de mon groupement d'employeurs? Alors, nous sommes dans une période de déconfinement, avec une interdiction de mise en place de certaines manifestations. À partir de là, est-il possible de le reporter? Oui, nous dit l'ordonnance du 25 mars 2020, on a la possibilité de le reporter de 3 mois. Alors, avant tout, avant d'aller un peu plus loin sur ce point, indiquons quand même que il y a une règle comme quoi l'Assemblée générale doit automatiquement être mise en place dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice comptable. Donc, si vous finissez au 31 décembre 2019, vous devriez mettre en place cette Assemblée générale avant le 30 juin de 2020. Il faut quand même bien prendre en compte que ça, c'est pas une règle qui concerne le droit des associations. Hein, c'est une règle de droit des sociétés qui, par tradition, est retranscrite dans le droit des associations. Autrement dit, si vos statuts n'imposent pas cette règle des 6 mois, n'imposent pas cette règle des 6 mois, à partir de là, vous n'êtes pas lié par la règle du 30 juin 2020. Mais bon, c'est une pratique. C'est une pratique. En revanche, si vos statuts prévoient la règle des 6 mois, ou si vous avez un montant de subvention qui dépasse 151 000 euros par an, à partir de là, oui, vous avez l'obligation, de mettre en place, cette assemblée générale dans les 6 mois. Donc, ça, c'était le principe de l'obligation. Maintenant, la question du report, voilà. Et donc, la question qui va être amenée à se poser, c'est est-ce qu'il est opportun de reporter cette assemblée générale? Tout dépend de la configuration dans laquelle vous êtes. Si habituellement vous n'avez pas beaucoup de personnes à vos assemblées générales, c'est pas c'est pas le fait de l'organiser à l'heure actuelle risque de pas faire en sorte vous n'allez pas doubler vos effectifs. Ça, je crois il faut le prendre en compte. Donc, c'est une opportunité de le mettre en place jusqu'au 30 septembre 2020 et peut-être d'attendre la rentrée pour être amené à organiser cela. Mais si vous n'allez pas sur cette hypothèse de report, cette hypothèse de report, vous avez toujours la possibilité, et ça c'est le deuxième point, d'organiser une assemblée générale à huis clos. Alors, une assemblée générale à huis clos, c'est totalement original, c'est-à-dire que si vos statuts ne le prévoyaient pas antérieurement, ben, vous n'auriez jamais pu le faire, mais l'ordonnance qui a été mise en place déroge à toutes ces différentes règles contractuelles. Et donc, l'ordonnance a apporté des réponses. Comment organiser une assemblée générale à huis clos, sans que celle-ci soit contestable juridiquement parlant. Donc, premier point,
la question des convocations. La convocation, elle va pas être physique, sauf qu'il faut avoir une preuve. Et donc ici, il est admis que la convocation puisse être faite par messagerie électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc il y a peut-être beaucoup plus de chances que ça arrive rapidement avec par messagerie électronique, chose qui habituellement n'est possible, une convocation par messagerie électronique, que si c'est prévu spécifiquement dans les statuts. Si ce n'est pas prévu dans les statuts, la convocation doit être sur la base de critères qui ne sont pas autres que la messagerie électronique, c'est-à-dire un courrier, un affichage, etc. Donc là, on a une dérogation. Quand on va s'intéresser sur la capitalisation, peut-être qu'il va falloir mettre en place, modifier les statuts et instaurer le principe de la convocation par messagerie électronique. L'ordonnance dit que ça a valeur de preuve. Deuxième point qu'on va être amené à prendre en compte, c'est que il va falloir calculer le quorum. Encore faut-il que dans vos statuts, il y ait l'exigence d'un quorum. Il y ait l'exigence d'un quorum. Donc, si vous avez un quorum, l'exigence d'un quorum, ici vont être réputés présents tous les membres qui vont participer à la conférence téléphonique ou audiovisuelle. C'est-à-dire que il faut que vous ayez à titre de preuve, parce qu'il va bien falloir avoir un procès verbal, à titre de preuve, le fait que la personne s'est bien connecté au dispositif que vous avez pu mettre en place, par exemple une Zoom, Team. Enfin, il y a différents dispositifs qui permettent de fonctionner. Donc, juste le fait de s'être connecté veut dire que la personne est réputée présente pour la question du quorum. Également, s'il y a des mandats, eux doivent être envoyés avant le commencement de la réunion, pour que celui qui va organiser, le secrétaire de séance qui va organiser l'Assemblée générale, puisse réceptionner cela et déterminer si la réunion va pouvoir avoir lieu. Autrement dit, si le quorum a été atteint. Troisième point, il va falloir utiliser un matériel qui permette à ce que chacun puisse s'exprimer. Alors, c'est la particularité, c'est que, or, c'est pas forcément voir la personne, même si la question pourrait être amenée à se poser, juridiquement parlant, mais que la personne puisse prendre la parole de façon continue et simultanée à l'occasion des discussions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme Alexandre vous a fait, c'est-à-dire vous coupez tous les micros. Le principe d'une assemblée générale serait la possibilité de discuter. Alors, ensuite, autre point, c'est que cette formule présente un grand intérêt, présente un grand intérêt, sauf si une personne demande un vote à bulletin secret. Et là, le vote à bulletin secret, sauf si vous avez un dispositif qui a anticipé cela et qui permet de tracer les personnes qui ont voté avec une confidentialité suffisante. S'il y a une demande de vote à bulletin secret, le vote doit être reporté à la prochaine réunion physique de l'Assemblée. Voilà. Donc, si vous avez un adhérent qui, chaque fois qu'il vient, demande cela, peut-être que la notion d'Assemblée générale à huis clos va présenter quelques limites. Donc voilà le cadre juridique d'une assemblée générale à huis clos. Et dernier point là-dessus, c'est que le procès-verbal de l'assemblée générale doit le mentionner, et il doit y avoir en annexe tous les éléments de preuve comme quoi les personnes se sont connectées pour la question du quorum et de la majorité, et de la façon dont le vote s'est déroulé.
À partir de là, c'est une assemblée, hein, c'est une assemblée générale classique où chacun est de chez est chez lui ou bénéficie d'un dispositif particulier. Ce dispositif qui s'applique en matière d'assemblée générale concerne également le conseil d'administration. Un conseil également le conseil d'administration. Et là, juste après, on va s'intéresser à la capitalisation de cette période de confinement. Mais on s'est aperçu que dans les groupements d'employeurs, la capacité d'adaptation à cette situation a été très importante. C'est-à-dire que très rapidement, il y a eu des réunions à distance, et certains administrateurs et voire même certains responsables de groupements d'employeurs se sont aperçus, alors c'est vrai que c'était période de confinement ou tout nouveau, tout beau sur ce type de dispositif, c'est que l'on pouvait faire des réunions de bureau ou des réunions de conseil d'administration à travers un dispositif à distance. Alors, de là à le généraliser, sûrement pas. Je pense que la question du contact humain est quand même assez importante. Mais est-ce que l'on a besoin de faire déplacer 3 chefs d'entreprise pour participer à un bureau une fois par mois, partant d'un principe qu'il y en a un qui arrive en retard, l'autre qui doit partir en avance, et l'un qui est totalement sur son téléphone. Est-ce qu'il serait pas possible d'imaginer, de réfléchir à un mode d'organisation, de bureau, voire même de CA, que l'on pourrait faire entre midi et deux plutôt que de le faire en soirée, avec un dispositif auquel le groupement d'employeurs s'abonnerait et qui permettrait à chacune des personnes de pouvoir discuter et de faire en sorte que ce type de réunion soit légal, déjà sur un point, et soit dans un second temps efficace. Donc jusqu'au 31 juillet, il y a toujours la possibilité de mettre en place ces assemblées, ces conseils d'administration et ces bureaux de la même façon, à distance, avec les mêmes règles que j'ai pu vous indiquer précédemment. Donc, là aussi, je rappelle quand même que si vous devez faire un prêt de trésorerie cautionné par l'État, il faut une décision du conseil d'administration. C'est-à-dire qu'il y a certaines décisions qui ne peuvent pas attendre, qui ne peuvent pas attendre, et donc qui peuvent être mis en place à distance, avec une validation juridique, c'est-à-dire avec un caractère qu'on va qualifier d'indiscutable. Et donc, la question qu'on va être amené à se poser, ici, c'est comment capitaliser ces différentes expériences. Parce que on s'est aperçu que ce qu'on n'aurait jamais fait, ou qu'on aurait fait de façon extraordinaire, est devenu une situation qu'on va qualifier de commune, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais un groupement d'employeurs qui a l'habitude de travailler à distance avec ses adhérents et avec ses salariés, comment ce groupement d'employeurs ne pourrait pas être de réfléchir à un fonctionnement institutionnel qui permettrait de mettre en place certaines réunions, pas forcément toutes, certaines réunions à distance avec ses administrateurs, et qui donnerait lieu à des procès-verbaux et qui auraient une valeur juridique. Comme je vous ai dit, l'ordonnance du mois de mars s'arrête, ses effets s'arrêtent au 31 juillet. C'est-à-dire que si vous souhaitez continuer ce type de pratique, ce type de pratique, il va falloir que vous modifiez vos statuts, c'est-à-dire introduire la possibilité à ce qu'il y ait un fonctionnement institutionnel à distance, c'est-à-dire à la fois sur les convocations, que les convocations puissent être effectuées par messagerie électronique, et que les réunions puissent s'effectuer de cette façon.
c'est peut-être une idée sur votre prochaine assemblée générale ordinaire que vous pourriez coupler avec une assemblée générale extraordinaire. En clair, c'est vous laisser la possibilité, hein, c'est vous laisser la possibilité, juridiquement parlant, de mettre en place ce type de règles. L'autre point, c'est que on s'est aperçu pendant cette période de confinement que la dématérialisation des informations échangées entre le groupement et ses salariés d'un côté et de l'autre côté de ses adhérents apparaît de plus en plus indispensable. C'est-à-dire que on a eu des salariés qui ne pouvaient plus venir au siège du groupement d'employeurs, donc il y avait plus de contact, mais on est quand même resté en contact. Et moi, je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas plus d'incidents entre un salarié à qui on va dire, mais voilà, tu ne peux plus aller travailler dans cette entreprise, tu vas aller travailler dans une autre, et qu'il y aille et qu'il dise, ah ben ouais, et qu'il n'y ait pas de difficulté sur ce point, ah ben vous m'avez pas donné la bonne information, etc., etc. Donc, ça, c'est les capacités de recrutement qu'on a dans les groupements d'employeurs, c'est-à-dire qu'on ne recrute que des personnes qui ont une bonne foi, une loyauté dans l'exécution de leur contrat, donc il n'y a jamais de problème, jamais de problème. Mais c'est vrai que le principe de la signature électronique apparaît indispensable pour un fonctionnement à distance. Voilà, ce que l'on pourrait capitaliser de ces différentes expériences. Et là, ce que nous dit Joséphine, c'est que les outils digitaux que nous avons mis en place, on peut sauver la vie, oui. Mais là, c'était dans une phase qu'on va qualifier, comment dire, de crise. Je pense que ça devrait devenir le lieu commun, hein, le lieu commun de fonctionner de cette façon. Voilà ce que je pourrais dire sur le fonctionnement, hein, le fonctionnement institutionnel. Alors, est-ce que vous avez des questions en lien avec ce point, à la fois sur l'organisation de vos assemblées générales, sur la validité juridique des décisions que vous pouvez prendre, et derrière la question qui va concerner la modification de vos statuts, parce que le droit des associations est toujours régi par la loi du 1er juillet 1901, et la dématérialisation n'était pas encore à l'ordre du jour en 1901. Donc à partir de là, comme on est sur le principe d'un contrat, il va falloir que si on n'est pas sur une assemblée générale en présentiel, ce qui est la base, il va falloir, ou une décision du bureau, il va falloir donc modifier, être amené à modifier les statuts. Alors, particularité, première question, les comptes sont validés par l'Assemblée générale. Comment peut-on les clôturer avant l'Assemblée générale? Ils vont être clôturés ils vont être clôturés au 31 décembre 2019. Ils seront clôturés, mais pas validés. Pas validés. Le fait de mettre en place une Assemblée générale qui est reportée ne change rien sur l'exercice comptable. L'exercice comptable s'arrête au 31 décembre, au 31 décembre, 31 décembre 2019. Ils auront été arrêtés validés dans un premier temps par le conseil d'administration, mais ça ne change rien. Ce n'est qu'une étape technique, hein, ce n'est qu'une étape technique. Pour les questions de TVA, pour les questions d'impôt sur les sociétés, on n'a pas besoin d'avoir la décision de l'Assemblée générale pour être amené à payer le solde d'impôt sur les sociétés. Florence, notre CA est composé de membres de CA et de chacun de nos adhérents. Chacun de nos adhérents, notamment, sont représentés au CA. Si nos adhérents repoussent leur SAT, nous sommes obligés de repousser notre AG. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que vous soyez
obligé de repousser votre AG. Vous êtes une structure juridiquement distincte. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation juridique. Deux, est-ce qu'il y a nécessité pour que vous repoussiez votre assemblée générale, que celle de vos adhérents soit automatiquement effectuée? Est-ce qu'il y a un ordre de passage qui fait que vous passez toujours après eux? Pas forcément. Pas forcément. Euh, donc, c'est pas, je pense pas que ça soit une obligation. C'est plus une question d'opportunité. Et posons-nous la question, s'ils mettent en place leur assemblée générale au mois de septembre, vont-ils être disponibles pour votre assemblée générale? Voilà. C'est peut-être la question qu'on pourrait être amené à se poser, mais il n'y a pas, voilà, c'est quand vous dites nous sommes obligés de repousser. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas obligé, hein, vous n'êtes pas obligé de repousser. Voilà. Parce qu'ensuite vous devrez être présente sûrement aux assemblées générales éventuellement de vos adhérents. Attention, le mois de septembre risque d'être quand même une activité où tout s'est à peu près décalé. Hein, tout s'est à peu près décalé. Dans tous les projets, il y a un décalage de 3 mois, voire de 6 mois. Si l'activité reprend, le mois de septembre devrait être quand même assez chargé. Autre question concernant le fonctionnement institutionnel? Ok. Je passe à la deuxième partie. Allez. Deuxième partie, donc là maintenant on va s'intéresser avec la relation avec l'adhérent. Donc, l'adhérent en tant que structure utilisatrice, bien entendu, hein, de structure utilisatrice. Alors, la première chose qu'on va être amené à prendre en compte, ça va être des points, hein, des points particuliers. Premier point, alors c'est peut-être là un petit lien avec ce qui avait été indiqué lors de la dernière webconférence avec le cabinet Ellipse, c'est concernant les justificatifs de l'activité partielle lorsque ça a été à la demande de l'adhérent. Ce dispositif d'activité partielle, qu'on appelle aussi chômage partiel ou chômage technique, a été accordé par les pouvoirs publics avec une procédure dérogatoire, hein, une procédure totalement dérogatoire, avec un délai de 2 jours pour accepter le principe de comment dire pour valider le principe du chômage partiel. Autrement dit, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de justification, et avec un délai de 2 jours, force est de constater que l'administration du travail, partant du principe qu'il y a eu presque plus de 12 millions de personnes qui ont été en chômage partiel, alors total ou partiel, il n'y a pas pu y avoir un contrôle qui a été opéré. Force est de constater, et peut-être que vous avez commencé à le lire dans certains journaux, que on mis en avant certaines entreprises qui auraient abusé de ce type de situation. Alors, il faut quand même indiquer que l'administration du travail a la possibilité d'effectuer, non pas aujourd'hui, bien entendu, mais dans les semaines et dans les mois à venir, des contrôles pour déterminer si les conditions de recours au chômage partiel ont été justifiées et de demander éventuellement le remboursement lorsqu'il s'est avéré que l'entreprise ait pu abuser. Alors, qu'on soit bien clair, je ne suis pas sûr que l'administration du travail ait la possibilité d'effectuer des contrôles dans toutes les entreprises qui ont demandé du chômage partiel. Certes,
certes, et que ce type de contrôle se fera au hasard ou je crains sur dénonciation de la part d'un salarié à qui on a demandé de continuer à travailler alors qu'il s'était aperçu que l'entreprise l'avait mis en chômage partiel ou qu'il était en télétravail, un télétravail 2 jours par semaine et que il s'est aperçu que l'entreprise l'avait déclaré comme absent, donc un chômage partiel. Pour autant, il va être important pour le groupement d'employeurs d'avoir ce justificatif de l'activité partielle. Alors, il n'y a pas de, comment dire, de documents particuliers à demander. Il n'y a pas de formalisme, c'était le terme que je cherchais, de formalisme particulier sur cela. Mais je vois difficilement un groupement d'employeurs ne pas avoir un document de l'entreprise utilisatrice lui expliquant les raisons pourquoi il n'a pas pu prendre le salarié qui était mis à disposition. Alors ça peut être parce que ça lui-même demandait, voilà, lui-même demandait le chômage partiel parce qu'il a eu un arrêt d'activité, etc., etc. Mais attention, le chômage partiel que vous avez demandé, c'est vous qui en êtes redevable, c'est vous qui en êtes redevable. Donc la directe peut être amenée à vous demander des éléments de preuve. Alors des éléments de preuve, soit pour calculer le montant du chômage partiel, ça ne pose pas des figlets, ça on va dire que c'est la preuve de base pour déterminer le montant qui va vous être alloué. Mais là où je pense que c'est l'élément le plus important, c'est le justificatif de la demande, Alors émettre juste Covid-19, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Notamment lorsque une entreprise a demandé du chômage partiel sur 50% du temps. Pourquoi être amené à demander 50%? Voilà. Donc, je pense que ça, c'est un élément que l'on va devoir demander à chacune des entreprises pour ne pas avoir à le demander dans 6 mois, le jour où on aura une demande, une lettre venant de l'administration du travail, nous disant que dans le cadre d'une enquête, elle vous demande de lui donner tous les justificatifs, non pas du montant, par le bulletin de salaire, le planning, etc. Ça, c'est la premier contrôle, mais c'est sur la totalité, sur la totalité, sur le principe de la demande, sur le principe de la demande. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Alors, surtout, lorsque la demande est à durée, surtout lorsque la demande est à durée déterminée, comme ça peut être une question qui est posée, qui est donc jusqu'au 30 juin, il va falloir être amené à justifier pourquoi, justifier pourquoi. Vous, en tant que groupement d'employeurs, votre seule justification, sauf pour les permanents, les permanents, c'est la décision de l'entreprise utilisatrice. C'est la décision de l'entreprise utilisatrice. Donc à partir de là, c'est à elle à vous apporter la justification. Donc c'est au jour de la première demande, tout le monde, toutes les demandes ont été autorisées. Aujourd'hui, pour lesquelles il va y avoir moins de demandes, il va falloir apporter ces éléments de justification. Donc, un document en disant que son activité économique n'a pas repris, un élément indiquant des différents éléments de preuve mettant que il ne peut pas ouvrir son activité ou il ne peut l'ouvrir que dans des conditions particulières, donc que son chiffre d'affaires prévisible ne va pas correspondre. Il y a plein de justifications, mais avoir ce document apparaît indispensable et pour chacun des adhérents, chacun des adhérents. Deuxième point à prendre en compte ici, c'est la mise à jour, du document unique. Alors,
point, si l'avenant n'est pas validé par la directe, à partir de là, à partir de là, parce que vous n'avez pas apporté suffisamment de preuves. Et si l'avenant n'est pas validé, va se poser la question, et ça on le traitera dans la troisième partie, la relation avec le salarié, la relation avec le salarié. Donc, deuxième point à prendre en compte, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques, il y a des consignes de sécurité à respecter. Le CRGE vous a adressé un document concernant les gestes barrières. Alors, force est de constater que plein de documents arrivent de part et d'autre. Celui qui a été envoyé par le CRGE, c'est le document qui est adapté à une relation tripartite, c'est-à-dire un groupement d'employeurs, adhérents, salariés mis à disposition. Donc, sur ce point, le groupement d'employeurs doit récupérer les informations concernant le respect des conditions de santé et sécurité au travail de ces salariés mis à disposition. Le groupement d'employeurs a une obligation de conseil. Le document qui vous a été envoyé par le CRGE peut véritablement aider à adapter ce document unique. Particularité, c'est à l'entreprise à vous l'adresser. C'est à l'entreprise à vous adresser ce document, même si vous avez une obligation de conseil sur ce point. Troisième point, c'est alors je répondrai à la question de Bian Poulet par la suite. Troisième question, c'est faire respecter le principe d'égalité de traitement en cas de versement de la prime pour l'emploi version Covid-19 ou des différentes primes pour certaines catégories de personnel. Vous avez sûrement remarqué, là le CRGE vous a envoyé différentes notes sur ce point, que la prime PEPA a évolué concernant ces conditions et que certaines primes allaient être versées à certaines catégories de personnel, notamment le personnel soignant, le personnel qui a travaillé en EHPAD, etc., etc. Rappelons ici qu'il y a le principe d'égalité de traitement en matière de rémunération qui s'applique pour les salariés du groupement d'employeurs. Article L 1253-9 alinéa 2 du code, du code du travail. C'est un élément important. C'est un élément important. Je prends par exemple pour un salarié qui mettrait à disposition un groupement d'employeurs qui mettrait à disposition un salarié dans un EHPAD, dans une maison de retraite ou dans une clinique. Si le personnel de la clinique est en droit d'obtenir une prime, alors les primes qui nous sont annoncées, 500 000 ou 1 500 €, le salarié mis à disposition par le groupement d'employeurs est en droit de bénéficier de cette prime. Sauf que, comment va être financée cette prime? Cette prime va être financée sur déclaration de l'adhérent auprès, par exemple, de l'ARS, l'agence régionale de santé. À vous, groupement d'employeurs, si vous avez des salariés qui sont concernés par cette situation, de bien rappeler à votre adhérent qu'il faut qu'il demande cette prime également pour le salarié mis à disposition, parce qu'autrement, ce principe d'égalité de traitement, au-delà du problème qu'on va qualifier de social qui pourrait y avoir, alors social vis-à-vis de l'adhérent, mais social vis-à-vis de vous, à un moment donné, cette prime sera due. Cette prime sera due. Donc, vous avez une obligation d'information vis-à-vis de vos adhérents de leur rappeler cette obligation de ce principe d'égalité de traitement en matière de rémunération. Donc ça, c'est donc les primes spécifiques avec certains postes. Après, il y a la prime PEPA,
la prime pour l'emploi, qui a été modifiée, à plusieurs reprises ces derniers temps. Et là, nous avons la version Covid-19. Concernant cette prime, plusieurs questions sont amenées à se poser. C'est-à-dire comment concilier cette prime avec le principe d'égalité de traitement. Déjà, il faut quand même rappeler un point, c'est que il n'y a pas inégalité de traitement si un salarié d'un groupement d'employeurs touche cette prime et que l'autre ne la touche pas. Pourquoi? Parce que la prime va être en lien avec ce qui se passe au sein de l'entreprise utilisatrice. Donc, c'est parce que le salarié mis à disposition va remplir les conditions au sein de l'entreprise utilisatrice qu'il va pouvoir en bénéficier. Et si un autre salarié ne va pas dans cette entreprise utilisatrice, il peut ne pas en bénéficier. Donc, ça veut dire que le principe d'égalité de traitement, il est non pas entre salariés du groupement d'employeurs, mais entre le salarié du groupement d'employeurs et les salariés permanents de l'entreprise utilisatrice. Donc déjà, ça c'est un premier point qu'on peut prendre en compte ici. Alors, bien sûr, si vous, en tant que groupement d'employeurs, vous décidiez de verser une prime, alors sous vos fonds propres, c'est-à-dire que c'est pas la décision de l'adhérent, c'est la décision de votre conseil d'administration. À partir de là, le principe d'égalité de traitement serait à prendre en compte. Mais quand l'origine de la prime vient de l'adhérent, c'est le salarié mis à disposition chez cet adhérent qui va pouvoir en bénéficier. Donc, premier point, ça c'était le premier point. Deuxième point, il y a des montants maximum. Il y a des montants maximum. Ces montants maximum, c'est de 1000 euros, mais qui peuvent aller à 2000 euros s'il y a un accord d'intéressement. Indiquons ici que, et là c'est une mesure dérogatoire, c'est qu'il est possible de mettre un accord d'intéressement avant le 31 août 2020 et de cette façon pouvoir bénéficier du montant maximum des 2000 euros. C'est complètement dérogatoire avec la prime PEPA qui avait été prévue pour 2020 et qui avait été prévue en 2019 où il fallait que l'accord d'intéressement existe antérieurement. Là, l'accord d'intéressement pourra être mis en place, ne pourra ne pas avoir fonctionné et de cette façon, la prime de 2000 euros pourra être versée. Donc, soit 1000 euros, soit 2000 euros. Concernant cette prime, c'est une seule prime par salarié. C'est-à-dire que si un salarié va chez deux adhérents et que ces deux adhérents veulent verser 1000 euros, c'est pas l'adhérent qui va lui verser la prime, ça va être le groupement d'employeurs. Donc le groupement d'employeurs, s'il n'a pas d'accord d'intéressement, ne pourra pas verser plus de 1000 euros au titre de cette prime. La deuxième, s'il y a 2000 euros, la deuxième sera elle soumise à charge sociale. Autre point concernant cette prime, c'est que cette prime, au sein de l'adhérent, peut être modulée en fonction de critères propres à l'entreprise utilisatrice ou propres au groupement d'employeurs. Si la question est de dire est-il possible de verser une prime uniquement aux permanents et ne pas la verser aux salariés mis à disposition de l'utilisateur, la réponse est oui. La réponse est oui, à partir du moment où tous les salariés permanents qui sont dans la même situation sont en droit d'en bénéficier. Chose que on ne pouvait pas mettre en place avec le système PEPA. Attention, la particularité, c'est que cette prime va être versée en fonction de critères
que l'entreprise va déterminer et qui n'ont pas forcément en lien avec le principe d'égalité de traitement. C'est-à-dire que dans l'esprit du législateur, la prime peut être versée pour récompenser quelqu'un qui a continué à travailler pendant cette période, qui a été au contact avec le public ou qui a fait du télétravail. C'est-à-dire que la prime a été présentée d'une façon particulière pour récompenser ceux qui étaient un salarié en présentiel. Mais il n'y a pas ça dans le texte. Dans le texte, il dit on peut déterminer des critères spécifiques pour récompenser des catégories de personnes, mais il n'y a pas le fait qu'ils soient forcément en présentiel, forcément en télétravail, sauf que quand on détermine les critères, toutes les personnes qui sont dans la catégorie se doivent de pouvoir bénéficier de la prime. Se doivent de pouvoir bénéficier de la prime. Donc ça, il faut le prendre en compte, c'est que vis-à-vis de votre adhérent, si les salariés de l'entreprise utilisatrice bénéficient de la prime et que votre salarié, s'il était embauché en direct par l'adhérent, aurait bénéficié de cette prime, il y a droit. Il y a droit. Donc à partir de là, vous allez être amené, vous pouvez être amené à facturer cette prime. Donc attention à ce principe d'égalité de traitement. Le salarié d'un groupement d'employeurs n'est pas un sous-salarié d'une entreprise utilisatrice. Donc à partir de là, on va être amené à prendre en compte des critères objectifs. Question, peut-on exclure des salariés qui ont été en arrêt maladie ou en garde d'enfants? Alors là, en période normale, ça serait quelque chose qui serait totalement discriminatoire, parce que l'un, ça serait fondé sur des critères en lien avec l'état de santé, le deuxième avec la situation familiale. Là, le texte exclut la notion d'égalité de traitement. C'est pas une prime pour tous, c'est une prime pour récompenser certaines catégories de personnel. Donc, il est possible de dire, mais voilà, ceux qui ont été au contact, ceux qui étaient dans les entreprises utilisatrices, sont en droit de pouvoir en bénéficier. C'est totalement dérogatoire, totalement dérogatoire de pouvoir être amené à faire cela. Lorsque la parenthèse Covid va disparaître, ce sont des situations qu'on ne pourra pas reproduire. De façon générale, il faut informer le CSE au préalable et que ça doit être une décision du conseil d'administration. Donc, que les critères soient validés en conseil d'administration et soumis au CSE si vous avez un CSE. Autre point à prendre en compte dans la relation avec l'adhérent, et alors ça c'est un point qui apparaît est intéressant, quels sont les coûts susceptibles d'être facturés aux adhérents en cas d'activité partielle. D'activité partielle. Est-ce que parce que notre salarié bénéficie du chômage partiel, autrement dit n'est pas mis à disposition, est-ce que on ne peut pas facturer un adhérent? Alors, vous allez me dire, c'est peut-être malvenu de facturer un adhérent alors qu'on ne lui met pas à disposition un salarié. Oui, mais par exemple, si le salarié est en CDD et que à l'intérieur de votre soit de votre coefficient de facturation, soit le rajout que vous pouviez mettre parce que dans la rémunération vous y mettiez la prime de précarité, à partir de là, à un moment donné, il va bien falloir être amené à la payer, cette prime de précarité. Donc, si vous n'avez pas pu prélever cette somme, ben, elle restera à la charge du groupement d'employeurs. Même chose concernant la question des congés payés.
si vous avez inclus, dans votre coefficient de facturation les congés payés, quand votre salarié va prendre les congés payés au mois d'août, à partir de là, vous n'allez pas forcément pouvoir facturer votre adhérent. Donc, ça va être à la charge du groupement d'employeurs. Donc, et derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut facturer, hein, qu'est-ce qu'on peut facturer. Ce que l'on ne va pas facturer, c'est le salaire et les charges sociales, automatiquement, hein, automatiquement. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qu'on pourrait facturer? Alors ça, il vaut mieux que ça soit une décision du conseil d'administration, parce que là, on a deux attitudes, hein, deux attitudes, deux attitudes de groupement d'employeurs qui dit, mais voilà, on est dans une période de crise et il n'est pas très très commercial d'envoyer des factures alors que le salarié n'a pas été mis à disposition. Et l'autre attitude qui dit oui, mais bon, il y a une convention de mise à disposition. L'adhérent s'était engagé sur un certain nombre de frais, et ce qui ne va pas être amené à payer, ce qui ne va pas être amené à payer ici, ça va se reporter sur le groupement d'employeurs et donc sur les autres adhérents, sur les autres adhérents. Donc ça, c'est véritablement, c'est véritablement une question. Qu'on envoie des factures, qu'on envoie des factures où il n'y a pas de salaire et de charges sociales, c'est normal. Ça a été pris en compte par le chômage partiel. Que l'on envoie, comment dire, des factures, qu'on ne prenne pas en compte les frais de gestion, le prix de précarité, la question des congés payés. Ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Donc voilà. Donc si vous facturez au réel, si vous êtes amené à facturer au réel, derrière il y a les frais, frais de gestion. Alors il est vrai que si les salariés les permanents du groupement d'employeurs sont également en chômage partiel, peut-être qu'il y a peut-être une diminution des frais de gestion, à prendre en compte. Mais des coûts que vous aurez automatiquement, comme les congés payés, éventuellement une prime de 13e mois, éventuellement une prime de précarité, la question peut être amenée à se poser. Et ici, ici, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas d'interdiction de facturer. Il n'y a pas d'interdiction de facturer. Alors, après, il peut y avoir des situations. Si il y a une indemnisation conventionnelle d'activité partielle, ça c'est quelque chose que vous pouvez être amené à leur facturer. Et le fait de ne pas appliquer de coefficient de gestion, ça c'est votre décision. C'est votre décision. Mais il n'y a pas de règles dans les ordonnances qui disent qu'on ne facture pas un adhérent, qu'on ne facture pas un adhérent. Mais ça c'est l'aspect, c'est le juriste qui parle. Ensuite, il faut quand même envoyer. Il faut voir la réaction, la réaction la réaction de l'adhérent lorsqu'il reçoit une facture, lorsqu'il n'a pas eu, comment dire, eu affaire aux salariés mis à disposition. Autre point à prendre en compte sur ce point, c'est être très vigilant sur les délais de paiement des factures des adhérents. On va faire des problèmes, des problèmes de trésorerie, des problèmes financiers, problèmes financiers des entreprises ici. Je rappelle deux choses, mais qui sont, c'est vraiment juste des banalités presque on pourrait dire, mais le groupement d'employeurs est et reste un créancier qui roule l'affaire. C'est-à-dire que si l'entreprise est en cessation de paiement, les chances de récupérer les sommes sont quand même assez limitées. Sont quand même assez limitées. Donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Là aussi, on peut s'interroger sur nos pratiques. Sur nos pratiques. Ceux qui ont eu des versements, le paiement des factures par chèque, on s'est aperçu que c'est une pratique qui a, comment dire, qui a 15 ans ou 20 ans de retard. La poste n'a pas fonctionné pendant presque 2 mois. Donc voilà. Donc la question du prélèvement, ben voilà, est-ce que dans la modification des statuts du nouveau groupement d'employeurs Covid, post-Covid, est-ce que ce type de procédure ne devrait pas être mise en œuvre?
Autre point, s'intéresser aux garanties de paiement, hein, s'intéresser aux garanties de paiement, voir si elles sont à jour, hein, si on avait demandé une provision à un adhérent, qu'il était rentré pour un mi-temps et que maintenant il a 3 salariés à temps plein, est-ce il a actualisé sa caution, hein, et voir également où on en est en termes de provision pour risque. La provision pour risque au titre de la responsabilité solidaire, c'est là, hein, c'est là où comment dire, ça va s'appliquer. Dernier point à prendre en compte sur les questions de trésorerie, mais ça c'est le groupement d'employeurs qui a la possibilité de souscrire un prêt garanti par l'État. Là, un certain nombre de groupements d'employeurs ont été amenés à le faire. Voilà, ce sont des prêts à taux zéro, hein, des prêts à taux zéro avec un remboursement qui peuvent être échelonnés, garantis entre 70 et 90% selon la taille des entreprises. Donc 70% c'est pour les entreprises, les grosses entreprises. Donc à partir de là, la possibilité de demander 3 mois de chiffre d'affaires pour des questions de trésorerie, c'est peut-être une solution. Alors c'est pas un prêt gratuit, hein, c'est pas un prêt gratuit parce que comme la banque a quand même un risque sur 10% de la somme, elle va être amenée à y prendre certaines garanties, à la fois sur une assurance que le groupement d'employeurs pourrait être amené à prendre. Mais bon, en termes de trésorerie, alors c'est un taux à 0 et pas à 0,25, oui. C'est la particularité, c'est que les banques ont mis, on met des garanties, et qui dit garantie dit automatiquement on met des frais supplémentaires. Alors jusqu'à quelle date est possible de solliciter? Je crois que c'est jusqu'au 31 décembre 2020. Hein. Ça sera confirmé parce que je pense l'avoir écrit dans un document du Sergio, mais je me rappelle pas. Mais je pense que c'est au 31 décembre 2020. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je vais revenir sur certaines questions qui ont été posées. Et si vous voulez me poser des questions, en lien avec la relation avec les adhérents, c'est-à-dire les points qu'on a été amené à prendre ici. Donc, Joséphine qui nous a dit, nous avons fait signer à nos adhérents une attestation avec les obligations de sécurité pour nos salariés mis à disposition et leur engagement à les mettre en place. Est-ce que cela suffit? L'idéal serait quand même que ça ne soit pas qu'une attestation, hein, mais ça soit le document, leur document unique actualisé qui vous renvoie. Qui vous renvoie. Ça, c'est la première phase concernant la première semaine, c'est-à-dire ça, c'est la phase de déconfinement. Attention, ça c'est un engagement, vu que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, c'est à elle à le mettre en place. Vous avez qu'une obligation de conseil. En revanche, vis-à-vis du salarié, mais ça on le verra par la suite, toute attestation ou toute signature pour le salarié comme quoi il est bien en état de travailler, ça n'a strictement aucune valeur juridique. Donc un salarié, s'il vient travailler, c'est qu'il est en état. Hein. Qui vous signe un papier comme quoi il n'est pas atteint du Covid-19, très sincèrement, ça n'a pas de valeur. Une attestation du médecin traitant, éventuellement, ça oui, pourrait avoir une valeur, mais le salarié ne peut pas attester de son état de santé. Ensuite, est-ce qu'on peut verser une prime aux permanences en la verser au salarié détaché? Donc ça, c'était sur la prime PEPA. La réponse, c'est oui. Hein, mais bon, attention, à faire valider quand même au préalable par le conseil d'administration. Nous avons maintenu les salaires en mars et n'avons pas demandé d'autorisation d'activité partielle. Nous avons donc imposé une facture normale aux adhérents, car il y a une TE. La réponse est oui. S'il n'y a pas de chômage partiel, à partir de là, bien entendu, la facturation s'impose, parce que si c'est pas l'adhérent qui le paye, ça sera le groupement d'employeurs. Mais le groupement d'employeurs, c'est également l'adhérent.
Donc il n'y a aucune illégalité sur ce point. Il peut y avoir des grincements de dents, mais il n'y a pas d'illégalité sur ce point. Le reste à charge sur l'activité partielle, ça je l'avais vu, et sur la sollicitation du prix. Ah, Orville nous dit, je ne comprends pas faire jouer la provision pour risque. Les groupements d'employeurs bénéficient d'une provision pour risque de 10 000 euros par an ou 2% de leur masse salariale, qui vont pouvoir mettre sur un compte particulier au titre de la responsabilité solidaire. C'est-à-dire que si j'ai un problème de trésorerie, on a la possibilité de faire jouer ce compte particulier, au titre de la responsabilité solidaire. Donc c'est ce qu'on appelle la provision pour risque de responsabilité solidaire. Ou de faire jouer les garanties de paiement. L'adhérent qui ne paye pas, je peux récupérer sa garantie de paiement, c'est-à-dire faire en sorte de considérer qu'elle est mienne. Certaines de nos associations utilisatrices ne sont pas employeurs et n'ont pas de document unique. Est-ce que notre propre document unique qui fonctionne dans ce cas? Alors, le fait qu'elles ne soient pas employeurs n'empêche pas d'avoir un document unique à partir du moment où elles accueillent des personnes. Alors, certes, elles accueillent des personnes qui n'ont pas le statut de salarié dans l'entreprise utilisatrice, dans l'association utilisatrice, mais il doit y avoir un document unique. Alors, après, ce document unique, vous pouvez presque les aider, à le rédiger. Vous savez, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter du contenu. Ce à quoi il faut s'inquiéter, c'est son existence. C'est son existence. Mais il y a, pour chaque structure, il doit y avoir ce document unique, vu qu'il y a un risque qu'ils accueillent des personnes. OK sur ce point. Voilà, oui, voilà, ce que nous dit Joséphine, voilà, à un moment donné, un tampon sur un document, alors je ne veux pas dire, en plus on est enregistré, donc il y a des choses qu'on ne devrait pas forcément dire, mais si c'est un poste de secrétariat, les risques sont facilement identifiables, sauf qu'il faut que ça vienne de l'entreprise utilisatrice. Elle n'a pas fait Joséphine un copier-coller, ça n'est fortement inspiré. Voilà ce qu'on va dire. Et surtout, elle a mis son tampon et elle vous l'a adressé. Là, vous avez, un gros travail d'accompagnement, de vos adhérents sur ce point. C'est aussi la plus-value que peut apporter le complément d'employeur sur ce point. Autre question concernant la relation avec l'adhérent? Voilà, j'ai fait intervenir le service de santé au travail pour faire des fiches d'entreprise pour certaines associations et réaliser mon propre dû. Ok. Pas de problème sur la relation avec l'adhérent? J'attends un peu. Je vois qu'il y a des personnes qui écrivent. À la question précédente sur l'activité partielle. Attendez, je remonte sur l'activité partielle. La question, répondre à la question la question de bien sur l'activité partielle. Il faut juste que j'arrive à la retrouver. Ah oui, exactement. Le groupement n'est-il pas aussi concerné en propre par l'activité partielle, notamment lorsqu'une mission reclassement n'a pu se mettre en place du fait de la crise sanitaire sans que ce soit relié à une entreprise précise? Alors, la question que vous posez ici est une question, ambiguë. Pourquoi?
En clair, c'est de savoir si le chômage partiel, enfin l'activité partielle, peut être amenée à trouver, à apporter une réponse aux intermissions, c'est-à-dire lorsque on n'a pas, comment dire, comment dire, de mission à proposer aux salariés, aux salariés. C'est-à-dire que on avait un parcours, et là, de mars à mai, ben, on avait une incertitude. On avait bien quelques entreprises qui voulaient bien prendre le salarié, mais force est de constater, force est de constater que, alors non, on va faire quelque sorte. C'est à partir de juillet. Donc, on avait quelqu'un jusqu'à fin mai, mais bon, ça a été mis en chômage partiel. Et au mois de juin, on n'avait personne. Et on s'était dit, tiens, que habituellement, on trouve des solutions. Au mois de mars, avril, on téléphone à des personnes et on s'aperçoit que là, il n'y a personne qui veut prendre ce salarié. Et donc, la question de savoir ici, est-ce que le dispositif d'activité partielle peut se substituer aux intermissions, aux intermises à disposition, c'est-à-dire pour les périodes pour lesquelles le groupement d'employeurs n'a pas de salariés, n'a pas de, comment dire, d'entreprise, c'est-à-dire il n'a pas de justificatif d'entreprise qui refuse de prendre la personne. Là, moi, je suis très dubitatif par rapport à certaines pratiques que je peux voir ici ou là. Alors, je prends l'exemple, un groupe manager qui dit, voilà, la personne est en CDI, habituellement, j'aurais trouvé une solution pour cette période, mais là, vu la crise économique, je ne peux pas trouver une situation, donc je le mets en chômage partiel. Ce qui est important en matière d'activité partielle, c'est la justification. J'ai une justification quand un adhérent me dit on avait une convention de mise à disposition, à partir de là, au regard de ma situation économique, je ne peux pas prendre votre salarié. Là, on est véritablement sur la justification du bénéfice du dispositif de chômage partiel. Maintenant, si pour cette période, je n'ai pas de justificatif, c'est-à-dire que je n'ai pas d'adhérents qui me disent mais moi je vous l'aurais bien pris, mais ma situation économique ne me le prend pas. On est donc dans un cas où le groupement d'employeurs n'a pas de justificatif particulier concernant le dispositif d'activité partielle. Et donc, moi, je suis un peu réticent, enfin, juridiquement parlant, lorsque l'administration du travail va être amenée à prendre en compte cette demande, il va falloir que je sois amené à la justifier. Et de quelle façon je vais pouvoir le justifier? Je peux toujours dire, c'est un élément de crise économique, où, regardez, sur les 3 dernières années, à cette période, le salarié allait travailler dans certaines entreprises, c'était pas forcément le même, mais comme c'est de la mutualisation de mission, j'arrivais toujours à en trouver une. Là, j'ai une justification. Sera-t-elle acceptée par l'administration? Je l'espère, mais j'ai pas de certitude à vous apporter sur ce point. En revanche, si j'ai aucune justification, par exemple, j'ai embauché un salarié le 1er janvier, j'avais un parcours qui arrivait jusqu'à fin mai. Et au mois de juin, je m'étais dit, 5 mois, j'allais les trouver. Mais j'ai pas de convention de mise à disposition. Et là, j'ai du mal à prendre en compte que ça pourrait être un dispositif d'activité partielle. Alors, là aussi, on est sur un dispositif exceptionnel, dérogatoire. On n'est pas sûr que toutes les entreprises seront contrôlées, mais je mets en avant ce risque, ce risque.
la justification. Hein, la justification. Ah, est-ce que la peur de l'adhérent de s'engager? Mais moi, je préférerais que l'adhérent s'engage sur 2 mois, c'est-à-dire mai-juin, et que le salarié reste à temps partiel, reste en chômage partiel, plutôt que la peur de l'adhérent de s'engager. Parce que là, il va falloir apporter des éléments objectifs, hein, des éléments objectifs. Vous avez utilisé des fonds publics, de quelle façon vous les avez utilisés? Est-ce que ça a été habituellement, une intermission n'est pas prise en compte par le chômage partiel. Hein, voilà. Mais là, les notions s'entrechoquent, hein, s'entrechoquent. Donc, la peur de l'adhérent, pour moi, c'est pas un argument. Hein, très sincèrement, c'est pas un argument. Je préférerais un document écrit. Ok? Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette deuxième partie. Hein, voilà. Pour moi, il y a un risque. Alors, si on était en face à face, pas enregistré, il faut toujours évaluer le risque. Il faut toujours évaluer le risque. Mais une formation avec un juriste, le juriste, il n'aime pas prendre des risques. Il n'aime pas prendre des risques. Il y a eu 12 millions de personnes qui ont été en chômage partiel. La capacité de contrôle va être quand même assez limitée. Pour autant, une formation du CRGE ne peut pas vous dire prenez le risque. Ça, c'est à vous, à évaluer la situation, c'est à vous évaluer l'élément de preuve que vous pouvez avoir. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la relation avec l'adhérent. Troisième point, c'est la relation avec le salarié mis à disposition. Alors, notre salarié va reprendre son travail, mais je vais essayer dans un premier temps, de m'intéresser à sa santé, à sa sécurité. Un décret est intervenu le 5 mai 2020 permettant d'identifier les personnes vulnérables, c'est-à-dire permettre à ce que ces personnes puissent continuer à bénéficier du chômage partiel, c'est-à-dire du dispositif d'activité partielle. C'est-à-dire au-delà de la période de la période qui est en lien avec les autres salariés. Donc, ce décret du 5 mai 2020 qui identifie des personnes vulnérables. Alors, là aussi, il faut être très clair par rapport à ce décret. Ce sont des personnes qui sont identifiées. Il n'y a pas d'obligation de les laisser en activité partielle. Ces personnes peuvent être amenées à travailler. Sauf que vous avez un justificatif pour pouvoir mettre ces personnes en chômage partiel, et que ce chômage partiel, là, vous serez accepté. Donc, les personnes de plus de 65 ans, et ainsi que des personnes qui ont qui souffrent de difficultés de santé, bon, qui ont des caractéristiques particulières, des caractéristiques particulières. Donc, je précise bien ici, c'est une possibilité, ce n'est pas une obligation, possibilité et non pas une obligation. Donc voilà, à vous d'identifier ce type de personnes. Si ces personnes souhaitent travailler, ou si vous souhaitez les faire travailler, qu'est-ce qu'il faut, quel est le minimum que l'on doit faire en sorte pour s'assurer qu'ils puissent véritablement travailler? Une attestation de leur part ne suffit pas. Une attestation de leur part ne suffit pas. Une attestation du médecin traitant apparaît nécessaire, apparaît un minimum. Une visite chez le médecin du travail, ça serait encore mieux. Mais à tout le moins, si vous faites travailler ce type de personnes, une attestation du médecin traitant serait nécessaire. Après, vous n'êtes pas censé connaître ce type d'affection, à part la question de l'âge, et éventuellement la grossesse d'une personne, la personne peut ne rien vous dire.
Et là, à partir de là, on ne peut pas, hein, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas recenser les personnes vulnérables. C'est à elles à se déclarer. Attention, on est sur des questions de santé. Soit vous avez eu des informations, hein, vous avez eu des informations qui peuvent être amenées à avoir ce type d'informations, mais allez envoyer un mail en disant si vous rentrez, dites-nous si vous rentrez dans ce type de caractéristiques. Attention, hein, attention, là on touche à la question de la santé. Donc c'est aux personnes. Bon, celles qui ont plus de 65 ans, la question ne se pose pas, mais c'est ces personnes qu'elles sont amenées à comment dire à le déclarer. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer un message global d'information à chacun des salariés en disant, mais voilà, si vous rentrez dans cette catégorie, n'hésitez pas à nous l'indiquer et on analysera ce type de situation. Donc, cette question du recensement, c'est si on veut bien vous le dire, hein, si on veut bien vous le dire sur ce point. Alors, ce type d'attestation n'est pas nécessaire en cas de décision de maintien en télétravail. La réponse est non, vu que la personne est amenée à rester à son domicile. Donc, à partir de là, quand elle sort, c'est en dehors de son travail. Il n'y a pas forcément, je pense ici, il n'y a pas de nécessité d'avoir ce type d'attestation. Pourquoi pas ne pas la demander, mais si la personne a été déjà en télétravail, la question ne se poserait pas. Et autre question, les médecins peuvent faire des arrêts de travail pour les personnes à risque. Pour les personnes à risque, oui, ça c'est possible, mais encore faut-il que la personne aille devant un médecin du travail. Alors, un des salariés est diabétique non stable, il ne veut plus prendre son arrêt, son médecin veut le maintenir en arrêt, il veut passer outre. Alors, comment dire, par rapport à cette personne, vous avez l'information, hein, vous avez l'information. Donc à partir de là, la question de la santé va primer sur la volonté individuelle de reprendre le travail. Donc, autrement dit, là, ce décret vous permet de mettre la personne en chômage partiel, donc de lui interdire de revenir pour un motif de santé sécurité au travail, hein, pour un motif lié avec la santé. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut faire intervenir le médecin du travail ici? Si vous avez une attestation du médecin qui vous dit que la personne n'est pas en capacité de reprendre ou qu'elle souffre d'une des caractéristiques, l'un des points concernant le décret, à partir de là, vous pouvez mettre la personne en chômage partiel sans risque d'être accusé de discrimination en lien avec l'état de santé. On est vraiment sur une période totalement dérogatoire. Je ne suis pas sûr que le médecin vous indique qu'il soit diabétique non stable. Le médecin va, parce qu'il a aussi quand même l'obligation de discrétion, va dire que monsieur Untel relève d'une des pathologies relevant du décret 2020-521 du 5 mai 2020. Et ça suffit pour vous, pour mettre la personne en chômage partiel. Ok ? Est-ce qu'il va falloir faire intervenir le médecin du travail? Non. Est-ce qu'il va falloir informer le médecin du travail? Oui, parce qu'on est quand même dans un cas particulier. Autre point à prendre en compte, c'était la relation avec les salariés. Que faire maintenant en cas d'impossibilité de mettre à disposition le salarié? Alors, impossibilité de mettre à disposition le salarié. Et donc, à partir de là, on n'a plus d'entreprise, on a une entreprise, mais
ne peut pas nous prendre, ne peut pas nous prendre la personne, ben, rappelons-nous que le chômage partiel est un dispositif qui va durer jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, s'il y avait une entreprise qui a une baisse d'activité et qui vous a dit qu'elle ne pouvait plus prendre cette personne alors qu'elle s'y était engagée, ben, le dispositif va être maintenu jusqu'au 31 décembre 2020. Petite particularité, mais sauf qu'on n'a pas encore les textes sur ce point, les modalités d'indemnisation devraient être modifiées à partir de début juin 2020. Donc on n'a pas encore les textes sur ce point. C'est l'idée selon laquelle, il va bien falloir inciter quand même les salariés à revenir travailler. Donc, on peut maintenir le chômage partiel, mais il faut il faut qu'il y ait un justificatif, un justificatif. Donc, si l'adhérent indique vouloir sortir de la mise à disposition pour le salarié, ben on en revient sur la question de preuve. C'est que pour moi, on va pas pouvoir maintenir le chômage partiel. Donc, on pourrait peut-être demander, à notre adhérent, d'être amené à maintenir sa demande, en ayant l'engagement qu'on va demander le chômage partiel et qu'on va rien lui demander. Là, au moins, on peut être amené, demander à pouvoir bénéficier de l'activité partielle. Si votre demande va jusqu'à fin septembre, ben oui, il va falloir demander une prolongation automatiquement. Et demander cette prolongation, mais elle sera sûrement plus difficile à obtenir que ce que vous avez pu obtenir à l'heure actuelle, lorsque vous avez fait la première demande au mois de mars. On sera toujours sur ce délai de 2 jours, pas paradoxalement, il y aura toujours 2 jours pour que l'administration du travail puisse se prononcer, sauf que là, elle peut être amenée à vous demander des éléments justificatifs. Et attention, les personnes qui vont être amenées à demander des prolongations seront peut-être les premiers à être contrôlés. Je ne sais pas, mais on connaît quand même le fonctionnement de l'administration du travail. Autre point, je suis en présence d'un salarié qui était à temps plein, je ne peux lui proposer à l'heure actuelle qu'un temps partiel, je n'arrive pas à justifier l'autre partie parce que j'ai pas d'adhérent qui veut prendre le salarié, mais là, on va être sur une modification du temps de travail pour motif économique. C'est-à-dire que je vais dire à un salarié, tu étais à 35 heures, maintenant tu vas passer à 20 heures. C'est une modification de contrat. Il faut son accord. Il faut son accord. Mais là, il y a une procédure bien particulière à prendre en compte. Elle est prévue à l'article 1222-6 du Code du travail. Et cette procédure particulière, c'est envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception et laisser un délai d'1 mois pour que le salarié puisse se prononcer. On n'est pas sur une modification que l'on va pouvoir faire au coin d'une table. Il y a un formalisme à respecter. Indiquons que si le salarié refuse cette modification du contrat de travail et que vous avez un motif économique, c'est-à-dire que, on va le voir par la suite, que vous avez soit rencontré des difficultés économiques, soit que il va falloir réorganiser votre entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, son refus pourra justifier par la suite un licenciement pour motif économique. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait notre question. Avez-vous été amené à mobiliser des dispositifs spécifiques pour des salariés vous faisant part d'angoisse liée à la reprise en présentiel? Voilà, vous savez, il peut y avoir des cellules d'écoute de la médecine du travail, mais là, il n'y a rien de particulier. Là, on est, on est sur des dispositifs à mettre en place. Voilà, il y a rien dans les textes. C'est à vous de créer plutôt que d'attendre que d'autres institutions le fassent. Mais la médecine du travail le fait très bien. Autre point.
Que faire en cas d'impossibilité de mettre à disposition le salarié? Proposer la rupture conventionnelle. Alors, la rupture conventionnelle, vous avez dû voir passer un certain nombre de messages venant du CRGE. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics n'ont pas été très clairs, n'ont pas été très clairs sur ce point. Ils ont institué des règles avec une ordonnance du 25 mars 2020 et qui ensuite ils ont été amenés à le remettre en cause. Bon, il faut dire que pendant cette période, l'idée a été de ne pas licencier pour motif économique, donc ou de ne pas accepter de rupture conventionnelle. Donc le chômage partiel étant ouvert pour tous. Donc à partir de là, l'idée, et deuxième point, c'est que l'administration du travail n'étant pas présente dans les locaux, pouvait difficilement homologuer la, la demande de rupture conventionnelle. C'est pour ça qu'il a été indiqué qu'il y avait un report, il y avait la possibilité de reporter la date d'examen de la décision de l'administration du travail, et que si l'administration du travail se saisissait pendant une période entre le 12 mars et le 24 avril, se saisissait de la question, il fallait qu'il y ait une homologation express, c'est-à-dire qu'il s'il y avait un silence, ça ne veut pas dire que c'était homologué. Donc ceux qui ont fait des ruptures conventionnelles pendant cette période et qui ont reçu une homologation express, c'est-à-dire avec un document écrit de l'administration du travail disant qu'elle validait la rupture conventionnelle, ces ruptures conventionnelles sont bien entendu valables. En revanche, si pendant cette période vous avez fait des ruptures conventionnelles et vous n'avez toujours pas eu la réponse de l'administration du travail, c'est là où depuis le décret du 24 avril 2020, il y a la possibilité de le redemander. Depuis l'entrée en vigueur du décret du 24 avril 2020, l'administration du travail est revenue à un fonctionnement similaire à ce qui s'est passé avant, Désormais, les délais sont revenus, les délais habituels, les délais individuels, et désormais, l'homologation tacite de la convention de la rupture s'applique, continue à s'appliquer. Autrement dit, si au bout de 15 jours, l'administration du travail ne vous a pas répondu, il y a homologation tacite de la convention de la rupture. L'exigence d'une homologation express n'existe plus. En clair, on est revenu à la situation antérieure, au confinement. Autre point, je suis amené à faire un entretien concernant la rupture conventionnelle, concernant un licenciement. Alors ça va aller pendant la période de confinement, mais ça vaut également aujourd'hui. Un salarié qui ne souhaiterait pas venir, quelle est la valeur juridique d'un entretien, quel que soit le type d'entretien, en visioconférence? Et donc, pour la Cour de cassation, la solution est très claire. La réponse est très claire. C'est un entretien totalement irrégulier. Donc, quelle que soit la situation, il doit y avoir un entretien en présentiel. Si le salarié a peur de venir, etc., sa présence n'est pas obligatoire. Il a été convoqué. La procédure continuera à s'appliquer. Sauf que pour une rupture conventionnelle, à un moment donné, il va falloir qu'il soit présent. Il va falloir qu'il soit présent. C'est en matière de licenciement. S'il souhaite ne pas venir, ça n'aura pas d'incidence sur la procédure. Donc à partir de là, il va falloir que ça soit un entretien en face à face, en respectant bien sûr les consignes de distanciation, avec le masque éventuellement les gants, mais de façon générale, l'entretien par téléphone, vidéoconférence est par principe irrégulier. Alors,
on a bien un arrêt d'une cour d'appel qui avait admis le principe d'un entretien préalable par visioconférence en indiquant que salariés et employeurs étaient d'accord sur le principe. Donc c'était l'idée de dire, à partir du moment où ils sont d'accord sur le principe, on va valider cela. Cette pratique devrait évoluer, devrait évoluer. Pour autant, on ne peut pas vous indiquer aujourd'hui que cette pratique est licite. Donc, à partir de là, peut-être que dans un prochain texte de loi concernant le droit du travail, il y aura écrit que ça peut être fait par visioconférence. Mais pour l'instant, on est sur de l'entretien en présentiel. Autre point maintenant, la question du licenciement pour motif économique. Donc, on en arrive à ce type de situation, parce que si on ne peut plus faire jouer le chômage partiel, si on ne peut plus faire jouer si la rupture conventionnelle a été refusée par le salarié, clair, si on n'a pas de solution, ben oui, il va falloir aller vers un licenciement pour motif économique. Et là, ce qui va nous intéresser quand on est groupement d'employeurs, c'est de répondre à un certain nombre de questions. Donc, premier point, est-ce qu'un groupement d'employeurs peut être amené à licencier pour motif économique? La réponse est oui. La réponse est oui, il n'y a pas d'interdiction sur ce point. Deuxième point, est-ce qu'un groupement d'employeurs est tenu d'avoir des difficultés économiques pour être amené à licencier un salarié pour motif économique? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le code du travail différentes raisons qu'un employeur peut invoquer pour justifier un licenciement pour motif économique. Alors, ça c'est sur la partie basse de la planche qui vous est diffusée, qui s'intitule les raisons économiques. Alors, il y a bien sûr les difficultés économiques, Bon, là, ça pose pas de difficultés, Si vous êtes en difficulté économique depuis un certain nombre de temps, la question ne se pose pas. Mutation technologique, c'est pas un lien avec cette période, c'est la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Et le fait de ne pas mettre à disposition un salarié, autrement dit d'être dans une phase d'intermission pour laquelle vous n'avez aucun espoir de retrouver un poste pour le salarié, ça, on est en présence d'un motif économique. Alors, bien entendu, ça ne va pas intervenir dès le premier jour d'absence de mise à disposition. Il y a toute une procédure qu'on va mettre en place de recherche d'entreprise, etc. Mais vous voyez bien, qu'on est bien ici sur le principe de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Et quand on parle d'entreprise, c'est du groupement d'employeurs. Le simple arrêt d'un besoin d'un adhérent sans cause exprimée est-il une cause économique? C'est le point de départ d'une cause économique. Pourquoi? Parce que qui dit licenciement pour motif économique dit possibilité de reclassement. Donc il y a bien deux éléments à prendre en compte. C'est je n'ai pas de possibilité de mettre à disposition de mettre à disposition le salarié, et là le point de départ ça va être la disposition la disposition de l'adhérent, mais ensuite j'ai tout mis en œuvre pour éviter cela, d'où alors je vais aborder la question du reclassement par la suite, d'où ici on voit bien que je peux être amené à licencier pour motif économique, même si je n'ai pas encore des difficultés économiques. Il va falloir que je sois amené à justifier pourquoi je suis amené à prendre ce type de décision. Et donc, il faut qu'il y ait à la fois des raisons économiques, mais aussi des raisons économiques, mais aussi il va falloir montrer l'impact sur l'emploi. Et l'impact sur l'emploi, donc c'est le point qui est juste au-dessus, ça peut être soit une suppression d'emploi, soit une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. Alors, quelle va être la différence entre les deux? J'ai un salarié qui allait chez deux adhérents, et ces deux adhérents ne veulent plus le prendre parce que les adhérents ne veulent plus prendre de salariés. Mais là, l'emploi du salarié disparaît. L'emploi du salarié, pourquoi il a été embauché, est amené à disparaître. En revanche,
un seul adhérent veut le prendre, veut le garder et pas l'autre, là, on va être sur une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. Et si dès lors que ça va être refusé par le salarié, ça va être l'origine d'un licenciement pour motif économique. Donc il va falloir qu'il y ait à la fois soit une suppression, soit une modification d'un élément essentiel, et là ça va varier en fonction des salariés, et ensuite invoquer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ça doit être justifié. Ça doit être justifié. C'est pas parce que je n'ai plus d'adhérents qu'automatiquement j'ai un problème de sauvegarde de compétitivité. Je dois être amené à indiquer le coût que ça peut apporter, mais surtout toutes les possibilités que j'ai essayé de mettre en œuvre. Parce que là intervient un deuxième point qui est important, c'est l'obligation de reclassement. Alors cette obligation de reclassement ne vaut pas uniquement en matière de motif économique, elle vaut également en matière d'inaptitude, en matière d'inaptitude, mais comment dire, le groupement d'employeurs se doit de tenter de reclasser. Alors nous avons quelques arrêts anciens, où certains groupements d'employeurs ont été sanctionnés parce que les juges avaient estimé qu'ils n'avaient pas tout mis en œuvre pour éviter, pour trouver des solutions concernant le reclassement. Alors, force est de constater que les textes ont évolué. Quand il fut un temps où on disait qu'il fallait reclasser dans tout le groupe, et donc il fallait informer tous les adhérents du groupement d'employeurs, parce que ça constituait un groupe. Alors, un groupement d'employeurs n'est pas un groupe au sens juridique du terme. Pour autant, ce qu'on conseillait avant, on continue à le conseiller, même si le texte a évolué. Il convient de demander à tous les adhérents s'ils n'ont pas un poste disponible pour le salarié. Donc, à partir de là, il y a toute une démarche avant même de commencer à prononcer le licenciement qu'on doit être amené à envisager et pour lequel on doit avoir une preuve. Preuve de l'envoi, preuve de la réception, preuve de l'impossibilité de maintenir. Donc ça, un licenciement n'est pas pour un groupement d'employeurs n'est pas interdit pour motif économique. En revanche, il y a des conditions particulières, à la fois sur la rédaction de la lettre de licenciement, sur l'accompagnement du salarié et sur la relation avec les adhérents. Dernier point, n'oublions pas, mais bon, peut-être que ça sera une note mise en place par le CHE, que un licenciement pour motif économique donne lieu à une procédure de licenciement classique, alors qui varie selon l'effectif de l'entreprise et selon le nombre de personnes qui vont être licenciées. N'oublions pas également qu'un salarié qui a au moins 2 ans d'ancienneté doit se voir proposer un contrat de sécurisation professionnelle à l'occasion de son entretien. C'est un dispositif qui va lui permettre de bénéficier d'un statut particulier au sein de Pôle emploi, à la fois sur son indemnisation, sur son allocation, mais également sur les demandes de formation, sur les propositions de formation qu'il peut être amené à demander. Voilà, en quelques mots, ce que l'on pouvait dire sur ces aspects juridiques. Alors, je sais que j'ai un quart d'heure de retard, mais bon, on va dire que c'est le petit incident technique qui a fait ça. Est-ce que vous avez des questions concernant cette troisième partie, les relations avec le salarié mis à disposition? Ou de façon générale, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez voir abordées? Toujours avec les thèmes qu'on a vus aujourd'hui.